L'aube du 11 septembre 2001 commença comme un mardi ordinaire pour des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde entier. Le ciel au-dessus de New York était clair, sans nuages, et la température douce invitait à une nouvelle journée de travail normale. Hommes et femmes se pressaient dans les rues, encombrant les stations de métro et les trottoirs, tandis que les touristes faisaient la queue pour monter au sommet des tours jumelles du World Trade Center, sans imaginer qu'en quelques heures, le panorama de cette ville et de la planète entière changerait à jamais. Peu après 8 heures du matin, la routine allait se transformer en chaos et l'histoire se diviserait entre l'avant et l'après 11 septembre. Des images choquantes allaient traverser le monde en temps réel, diffusées en direct par les chaînes de télévision, montrant un événement qui, à première vue, semblait tout droit sorti d'un film catastrophe, mais qui se déroulait sous les yeux incrédules de milliards de spectateurs. L'impact fut si profond que, encore aujourd'hui, plus de 2 décennies plus tard, cette date reste un symbole chargé de douleur, de deuil, de peur et, pour beaucoup, de suspicion. Au moment où le premier avion heurta la tour nord à 8h46, la perception collective restait celle d'un accident. L'hypothèse d'un vol commercial égaré, d'une erreur de navigation ou d'une panne technique tragique semblait plausible pour ceux qui suivaient les nouvelles. Mais cette illusion de hasard ne dura pas longtemps. 17 minutes plus tard, à 9h03, le deuxième avion frappa la tour sud, rendant évident que ce qui se déroulait n'était pas un accident isolé, mais une attaque coordonnée. À partir de cet instant, le récit changea et la conscience mondiale comprit qu'il s'agissait d'un acte délibéré, planifié et exécuté avec une précision chirurgicale contre le cœur économique et militaire de la plus grande puissance mondiale. La réaction initiale fut un choc absolu, suivi d'un flot de questions qui, pour beaucoup, restent sans réponse satisfaisante. L'ampleur de l'événement et le fait qu'il ait été retransmis en direct en firent une étape sans précédent. Le monde observa impuissant les tours, symbole de la puissance financière des États-Unis, brûler puis s'effondrer en quelques secondes. Des milliers de vies furent perdues ce jour-là, non seulement dans les tours jumelles, mais aussi au Pentagone et à bord du vol 93, qui s'écrasa en Pennsylvanie. Parmi les victimes se trouvaient des citoyens de plus de 90 pays, renforçant l'impact mondial de l'attaque. L'émotion internationale fut immédiate, les gouvernements et les populations exprimant leur solidarité et leur horreur, mais générant aussi un terrain fertile pour des discours politiques qui allaient façonner les décennies suivantes. Dès le premier instant, la version officielle présentée par le gouvernement des États-Unis fut claire. La responsabilité des attaques incombait à l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden. Ce récit fut rapidement adopté par une grande partie des médias et de l'opinion publique, accompagné d'une série de mesures de sécurité intérieure et de déclarations de guerre à l'étranger. Cependant, la rapidité avec laquelle les supposés responsables furent identifiés et les décisions qui suivirent amenèrent beaucoup à soupçonner qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond et de plus sombre derrière tout cela. C'est ainsi qu'un réseau de théories du complot commença à se former, remettant en question aussi bien les détails techniques de l'effondrement des tours que la possibilité que le gouvernement américain lui-même ait, d'une manière ou d'une autre, facilité ou même orchestré l'attaque. Le terme « inside job » commença à circuler avec force dans les forums indépendants, les documentaires alternatifs et parmi des groupes d'experts affirmant qu'il existait des incohérences flagrantes dans le récit officiel. Des éléments tels que la rapidité et la symétrie de l'effondrement des tours, la mystérieuse chute du bâtiment 7 sans impact direct d'aéronefs et des témoignages d'explosions internes précédant l'effondrement alimentèrent la méfiance. Pour ces théoriciens, le 11 septembre n'aurait pas été simplement une attaque terroriste extérieure, mais un événement soigneusement manipulé pour servir de déclencheur à des guerres au Moyen-Orient et justifier une augmentation sans précédent de la surveillance et du contrôle social aux États-Unis. Il est important de souligner que cette perspective conspirationniste ne repose pas uniquement sur de vagues suppositions, mais s'alimente de documents, de témoignages et de lacunes dans l'enquête officielle. Le rapport de la Commission sur le 11 septembre, publié en 2004, bien qu'il soit considéré comme la version finale et définitive par la Maison-Blanche, fut accusé d'avoir omis des informations cruciales, ignoré des preuves et suivi un récit commode pour l'administration Bush. De nombreux experts indépendants soulignent que, dans toute enquête criminelle, il faut répondre à des questions fondamentales.
qui avait les moyens, le mobile et l'occasion. Dans le cas du 11 septembre, certains affirment que les États-Unis, plus que tout autre groupe étranger, possédaient ces trois éléments. Pour comprendre l'ampleur et les conséquences de cet événement, il est nécessaire d'analyser non seulement les faits du jour même, mais aussi le contexte politique et économique qui l'a précédé, les décisions prises immédiatement après les attaques et l'impact géopolitique qui s'en est suivi. C'est à travers ce prisme que se développera ce récit, en explorant chaque détail, chaque contradiction, chaque silence, et en tentant de comprendre si le 11 septembre a réellement été ce qu'on nous a raconté, ou s'il représente l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire contemporaine. Car au final, la question centrale qui plane sur cette sombre journée est simple et troublante. Connaissons-nous vraiment toute la vérité? Pour comprendre les soupçons et les interprétations alternatives concernant le 11 septembre 2001, il faut remonter dans le temps et plonger dans le contexte politique, économique et géopolitique des années qui ont précédé les attentats. La décennie 1990 fut marquée par de profondes transformations dans l'ordre mondial, la fin de la guerre froide, la dissolution de l'Union soviétique et la consolidation des États-Unis en tant que superpuissance absolue. Dans ce contexte, Washington commença à agir sans rival direct dans les domaines militaires et économiques, étendant son influence sur des régions stratégiques de la planète. Cependant, cette suprématie ne vint pas sans coup. Dans de nombreuses zones du Moyen-Orient, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, la présence américaine était perçue comme une forme d'impérialisme moderne, générant ressentiment et résistance, qui, selon le récit officiel, se manifesterait par des actes terroristes contre des cibles américaines. Au Moyen-Orient, les années 1990 furent particulièrement turbulentes. Après la guerre du Golfe en 1991, les États-Unis maintinrent une présence militaire dans des pays comme l'Arabie saoudite et le Koweït, censés garantir la stabilité de la région et protéger l'accès aux réserves de pétrole. Cependant, cette présence alimenta le discours des groupes extrémistes qui considéraient cette occupation comme une profanation des terres saintes de l'islam. C'est dans cet environnement que la figure d'Oussama Ben Laden commença à prendre de l'ampleur, d'abord comme allié des États-Unis dans la résistance contre l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 1980, puis comme ennemi déclaré de la politique étrangère américaine. Des documents déclassifiés et des analyses indépendantes indiquent que la relation entre Ben Laden et les services de renseignement occidentaux dans les années précédant les attentats n'était pas aussi simple qu'on le croit souvent, des indices laissant penser à des contacts indirects qui, encore aujourd'hui, alimentent les théories de manipulation et de dissimulation. Sur le plan intérieur, le tournant du siècle plaça les États-Unis dans une situation politique particulière. George W. Bush prit ses fonctions en janvier 2001 après une élection extrêmement controversée marquée par des accusations de fraude dans l'État de Floride. Son administration hérita d'une économie commençant à montrer des signes de ralentissement ainsi que de défis en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. Des analystes critiques notent qu'avant septembre 2001, Bush faisait face à de faibles taux d'approbation et à une certaine fragilité politique. Un scénario qui changea radicalement après les attentats, lorsque sa popularité monta en flèche et qu'il obtint carte blanche pour mettre en place des mesures de sécurité et mener des guerres à l'étranger. Il y a également le facteur énergétique, rarement évoqué dans les versions simplifiées des événements. Dans les années précédant le 11 septembre, les États-Unis montraient un intérêt croissant pour les vastes réserves de pétrole et de gaz naturel d'Asie centrale et du Moyen-Orient, des régions qui, fait notable, allèrent devenir le principal objectif des campagnes militaires après les attentats. L'Afghanistan, par exemple, occupait une position stratégique pour la construction de pipelines reliant les réserves de la mer Caspienne à l'océan Indien, contournant les routes passant par des pays rivaux. Des entreprises liées à des figures influentes du gouvernement américain avaient des intérêts directs dans ces opérations, ce qui, pour les théoriciens du complot, suggère que les attentats ont servi de justification commode à des interventions militaires ouvrant la voie à de tels projets. Un autre aspect essentiel pour comprendre le climat pré-11 septembre est l'avancée des doctrines militaires et de sécurité américaine dans les années 1990. Des documents du Project for the New American Century, PNAC, un think tank néoconservateur dont les membres occuperaient des postes clés dans l'administration Bush, affirmaient ouvertement que les États-Unis avaient besoin d'un nouveau Pearl Harbor
pour accélérer des changements radicaux dans la politique de défense et étendre leur présence militaire mondiale. Lorsque ce type de déclaration est relu à la lumière de ce qui s'est passé en septembre 2001, pour beaucoup, il devient difficile d'ignorer la coïncidence. Après tout, quelques mois plus tard, le pays ferait face à une attaque catastrophique, générant exactement le type de réponse politique et militaire que le PNAC souhaitait. La scène internationale était également en mutation. Les tensions avec l'Irak, maintenues depuis la décennie précédente, et l'instabilité croissante en Afghanistan créaient un terrain favorable pour justifier des actions militaires. Pendant ce temps, les services de renseignement américains recevaient, selon des documents ultérieurs, des avertissements concernant de possibles attaques d'Al-Qaïda sur le sol américain. Ces avertissements furent cependant, selon les critiques, ignorés ou sous-estimés, ce qui paraît inexplicable compte tenu de l'appareil de sécurité le plus sophistiqué au monde. Cet échec à prévenir le pire deviendrait l'un des principaux piliers des théories affirmant qu'il y eut au minimum une négligence délibérée. Ainsi, avant qu'aucun avion ne percute les tours jumelles, les pièces étaient déjà en place sur l'échiquier mondial. Une superpuissance cherchant à réaffirmer sa domination, des intérêts stratégiques au Moyen-Orient et en Asie centrale, des documents suggérant la nécessité d'un événement catalyseur, des tensions politiques internes et des signes de menaces qui n'ont pas été traités de manière adéquate. Pour beaucoup, ce qui s'est passé le 11 septembre ne fut pas simplement le fruit du hasard ou de l'audace d'un groupe extrémiste, mais le point de départ d'un agenda soigneusement préparé. Ce contexte est indispensable pour comprendre pourquoi les théories du complot non seulement ont survécu, mais se sont renforcées au cours des 2 dernières décennies, remettant en question chaque détail et chaque décision prise avant, pendant et après ce matin-là. Le récit officiel du 11 septembre 2001, présenté par le gouvernement des États-Unis et largement diffusé par les médias internationaux, fut élaboré rapidement, en détail, avec un objectif clair: fournir au monde une explication cohérente qui identifie les coupables, établisse un motif et justifie une réponse militaire immédiate. Selon cette version, 19 hommes identifiés comme membres de l'organisation terroriste islamique Al-Qaïda détournèrent 4 avions commerciaux un mardi matin, les utilisant comme armes contre des symboles stratégiques de la puissance américaine. Les 2 premiers, le vol 11 d'American Airlines et le vol 175 d'United Airlines, percutèrent les tours jumelles du World Trade Center à New York. Le vol 77 d'American Airlines frappa le Pentagone, siège du département de la Défense, et le vol 93 d'United Airlines s'écrasa dans un champ en Pennsylvanie, prétendument après que des passagers héroïques se soient opposés aux pirates de l'air. La version officielle affirme que le chef de ces attaques était Oussama Ben Laden, figure centrale d'Al-Qaïda, qui, depuis les années 1990, avait déclaré la guerre aux États-Unis en raison de leur présence militaire au Moyen-Orient et de leur soutien inconditionnel à Israël. Le récit précise que les pirates de l'air, répartis en 4 groupes, embarquèrent armés de cutters et de couteaux utilitaires, objets autorisés à bord à l'époque, maîtrisèrent les équipages et prirent le contrôle des appareils. Ils exécutèrent ensuite des manœuvres aériennes précises, plaçant les avions sur des trajectoires de collision avec leurs cibles. Le temps total entre le premier détournement et le dernier impact fut inférieur à 2 heures, laissant peu de marge de réaction aux autorités de sécurité ou aux forces armées. L'effondrement des tours jumelles est expliqué, dans le récit officiel, par la combinaison de l'impact des avions et des incendies qui s'ensuivirent, lesquels auraient affaibli la structure en acier jusqu'au point de rupture totale. Selon le National Institute of Standards and Technology, NIST, la chaleur intense, estimée jusqu'à 1000 degrés Celsius, fit perdre aux poutres et aux colonnes leur résistance, entraînant un effondrement progressif et inévitable. Dans le cas du bâtiment 7, WTC 7, qui s'effondra en fin d'après-midi sans avoir été frappé par un avion, la version officielle l'attribue à des incendies internes provoqués par des débris des tours voisines dans une défaillance structurelle sans précédent dans l'histoire des gratte-ciel. Concernant le Pentagone, l'explication officielle est que le vol 77 fut détourné et dirigé pour une attaque directe contre le siège militaire américain. L'impact aurait détruit une partie de la façade ouest du bâtiment et causé la mort de 125 personnes sur place, en plus de tous les passagers à bord. Malgré le peu d'images disponibles et la controverse sur l'ampleur des débris, le gouvernement américain maintint qu'il s'agissait bien de l'impact direct d'un avion,
et non d'un missile ou d'un explosif, comme l'affirment certains théoriciens. Le vol 93, quant à lui, devint le symbole de l'héroïsme populaire dans la version officielle. Selon des enregistrements et communications, certains passagers, conscients du destin des autres avions, décidèrent d'affronter les pirates de l'air, ce qui entraîna le crash de l'appareil à Shanksville, en Pennsylvanie, avant qu'il ne puisse atteindre sa cible finale, qui, selon les autorités, aurait pu être la Maison-Blanche ou le Capitole. La Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, connue sous le nom de Commission du 11 septembre, fut créée en novembre 2002 pour enquêter sur les événements. En juillet 2004, le rapport final de plus de 500 pages fut publié, confirmant la version officielle et détaillant les failles de communication entre les agences de renseignement et de sécurité. Le document décrivit les attaques comme une occasion manquée de les prévenir, mais écarta toute implication ou connaissance préalable de la part du gouvernement américain. Ce récit, présenté comme définitif, façonna rapidement la perception publique et servit à justifier des actions immédiates telles que l'adoption du Patriot Act, qui étendit considérablement les pouvoirs de surveillance intérieure et l'invasion de l'Afghanistan, sous prétexte d'éliminer Al-Qaïda et de capturer Oussama Ben Laden. Cependant, dès le début, des critiques soulignèrent que la clarté et la rapidité avec lesquelles les détails furent présentés éveillaient des soupçons. Comment était-il possible d'identifier tous les pirates de l'air quelques heures seulement après l'attaque, en plein chaos, alors que les boîtes noires de certains avions étaient censées être endommagées ou inutilisables? Pour les partisans de la version officielle, la réponse réside dans l'efficacité de l'enquête. Pour les sceptiques, dans la commodité du récit. Quelle que soit la position, le fait est que la version officielle fut consolidée et défendue avec fermeté, tandis que tout questionnement public était souvent rejeté comme une théorie du complot infondée. Cette posture contribua à ériger une barrière entre le discours officiel et les doutes persistants, qui au fil des années ne firent que croître à mesure que de nouvelles preuves, documents et témoignages apparaissaient. C'est précisément à ce stade que commencent les fissures dans l'histoire admise, et que les hypothèses alternatives trouvent un terrain favorable pour se développer. L'un des points les plus controversés et fréquemment cités par les théoriciens du complot à propos du 11 septembre est la rapidité avec laquelle les suspects furent identifiés et présentés à l'opinion publique. Quelques heures seulement après les attentats, les principales chaînes de télévision diffusaient déjà les noms, photographies et même des profils détaillés des 19 pirates de l'air supposés. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire du FBI, affirma avoir agi rapidement grâce au registre des billets d'avion, aux listes de passagers et aux enquêtes déjà en cours sur des membres d'Al-Qaïda. Cependant, pour de nombreux analystes indépendants, cette rapidité est pour le moins suspecte, surtout compte tenu du chaos généralisé qui régnait dans le pays ce jour-là et des difficultés habituelles à obtenir des données fiables au milieu d'une tragédie de cette ampleur. Officiellement, les autorités ont expliqué qu'en quelques heures, elles avaient réussi à croiser les données des billets achetés, les informations d'immigration et les enregistrements de bagages, ce qui aurait permis d'établir une liste complète des personnes impliquées. La version publiée affirme que certains pirates de l'air avaient laissé des indices dans des hôtels, des voitures de location et même dans des bagages qui n'avaient pas embarqué à bord. Dans l'une de ces valises, selon le récit officiel, on aurait trouvé un manuel de vol en arabe, ainsi que des vidéos d'entraînement et des documents personnels, des preuves qui, pour les critiques, semblent excessivement commodes. Cette commodité est l'un des principaux arguments de ceux qui soupçonnent une manipulation. Après tout, il est courant que les criminels prennent des mesures pour éviter de laisser des traces évidentes, et le fait que des indices aussi explicites soient apparus immédiatement après la tragédie soulève des questions quant à savoir si ces éléments ont réellement été trouvés ou s'ils ont été ajoutés par la suite pour étayer la version officielle. Plus intrigante encore, dans les jours et semaines qui ont suivi, au moins 4 des noms diffusés comme pirates de l'air furent publiquement contestés. Des personnes portant ces noms sont apparues vivantes dans différents pays, affirmant n'avoir jamais été aux États-Unis ni participé à un acte terroriste quelconque. Un autre aspect qui dérange les sceptiques est la rapidité avec laquelle la responsabilité fut attribuée à Al-Qaïda, avant même que ne soient achevées les analyses des boîtes noires des avions ou les enquêtes médico-légales complètes sur les sites des attentats. Cette précipitation à désigner des coupables est vue par beaucoup comme faisant partie d'une stratégie politique
visant à créer un récit unique et incontestable, empêchant les explications alternatives de prendre de l'ampleur au moment critique où l'opinion publique était la plus vulnérable et encline à accepter les informations officielles sans les remettre en question. Il convient de rappeler que quelques jours après les attentats, le secrétaire d'État de l'époque, Colin Powell, promit de présenter des preuves concrètes liant Oussama Ben Laden aux attaques. Cette présentation formelle, cependant, n'eut jamais lieu de manière complète. Ce qui fut rendu public ne fut qu'un ensemble de résumés et de déclarations, et non des preuves documentaires ou médico-légales indépendantes. Cela amena les critiques à accuser le gouvernement de chercher davantage à façonner les perceptions qu'à fournir des preuves solides. La manière dont les médias adoptèrent et répétèrent sans relâche la liste des noms fournis par le FBI est également considérée comme faisant partie de ce processus. Dans un climat de choc et de peur, peu de journalistes se sont demandé comment ces informations avaient été obtenues aussi rapidement. Les gros titres et les diffusions en direct renforçaient l'image d'un ennemi extérieur bien défini, laissant de côté la possibilité que des enquêtes plus longues puissent donner des résultats différents. De plus, il existe des documents montrant que les agences de renseignement surveillaient déjà certains des pirates de l'air présumés avant le 11 septembre. Cela ouvre la porte à deux types d'interprétations. Soit il y eut une défaillance colossale de sécurité en n'empêchant pas les attentats, soit il y eut une décision délibérée de les laisser se produire afin qu'ils servent à des objectifs plus vastes, hypothèse centrale de la théorie de l'opération interne. Pour les partisans de cette dernière, la rapidité avec laquelle les coupables furent identifiés fut essentielle pour fixer le récit et justifier les actions militaires et législatives qui suivirent. En fin de compte, ce qui, pour les autorités, relevait de l'efficacité de l'enquête, et pour les sceptiques, la preuve que l'histoire officielle fut préalablement construite ou, au moins, orientée pour servir des intérêts stratégiques. Et cette perception, alimentée par des incohérences et des coïncidences excessives, constitue l'un des points de départ pour remettre en question toute la version acceptée du 11 septembre. Quelques minutes après les impacts, les tours jumelles brûlaient sous d'épaisses colonnes de fumée s'élevant à des centaines de mètres de hauteur. Pour le monde entier, l'image était apocalyptique. Deux symboles de la puissance économique des États-Unis, frappés en plein cœur de New York, brûlèrent de façon incontrôlable. À 9h59, la tour sud s'effondra dans une chute rapide et symétrique. À 10h28, ce fut au tour de la tour nord, s'écroulant avec la même vitesse impressionnante. Selon la version officielle, cet effondrement résultait de la combinaison de l'impact des avions avec les incendies provoqués par le carburant d'aviation qui aurait affaibli les poutres en acier et provoqué la défaillance structurelle. Le National Institute of Standards and Technology, NIST, affirma que la température avait atteint des niveaux capables de compromettre l'intégrité des structures, entraînant un effondrement progressif et inévitable. Cependant, dès le début, des ingénieurs, architectes et experts indépendants commencèrent à remettre en question cette explication. L'un des arguments les plus forts est que l'acier structurel utilisé dans les tours avait été conçu pour résister aux impacts d'avions de grande taille et à des incendies de longue durée. Les calculs de construction d'origine prévoyaient même des collisions accidentelles avec des avions similaires à ceux qui les ont frappés. De plus, pour que l'acier perde complètement sa résistance, il faudrait une température supérieure à 1500 degrés Celsius. Ce que beaucoup affirment ne pas être possible uniquement avec la combustion du kérosène d'aviation, dont la chaleur maximale, en conditions ouvertes, est d'environ 980 degrés Celsius. Un autre élément alimentant la théorie de la démolition contrôlée est la manière dont les tours sont tombées, droit vers le bas, symétriquement, et à une vitesse proche de la chute libre. Dans les démolitions planifiées, des explosifs sont placés pour éliminer le support structurel de manière calculée, provoquant l'effondrement du bâtiment sur lui-même et minimisant les dommages aux alentours. Pour de nombreux spécialistes, le fait que deux structures massives et indépendantes se soient effondrées de manière aussi uniforme suggère un processus contrôlé et non un effondrement chaotique causé uniquement par un incendie et des dommages structurels irréguliers. Il existe également des témoignages d'explosions internes avant et pendant les effondrements. Pompiers, journalistes et survivants ont affirmé avoir entendu des détonations séquentielles provenant de l'intérieur des tours, notamment des sous-sols, quelques instants avant l'effondrement. Certains de ces témoignages ont été enregistrés dans des vidéos et des diffusions en direct,
Mais selon les critiques, ils ont reçu peu d'attention dans les enquêtes officielles. L'hypothèse avancée est que des charges explosives auraient pu être installées discrètement à des points clés des structures et déclenchées au moment exact pour provoquer l'effondrement complet. Des images et des enregistrements des décombres renforcent cette vision pour les sceptiques. Plusieurs vidéos montrent des colonnes d'acier coupées en angle, un type de coupe associé à l'utilisation d'explosifs à la thermite ou au thermate, des composés chimiques à très haute température. De petits nuages de poussière appelés e-squibs sont également visibles dans les enregistrements, éjectés latéralement pendant l'effondrement, ce qui, selon des ingénieurs indépendants, est typique des démolitions contrôlées, mais difficile à expliquer uniquement par un effondrement gravitationnel. Le NIST, pour sa défense, a affirmé qu'aucune preuve physique de l'utilisation d'explosifs n'avait été trouvée et que l'effondrement était la conséquence inévitable des dommages combinés. Toutefois, les critiques soulignent que l'Institut n'a jamais testé directement l'hypothèse de l'explosion et que les échantillons de débris ont été rapidement retirés et envoyés au recyclage avant des analyses médico-légales complètes. Un acte qui, pour beaucoup, a compromis de manière irréversible la possibilité d'une enquête impartiale. La théorie de la démolition contrôlée, bien que rejetée officiellement, reste vivante en raison de la convergence de plusieurs éléments. Effondrement symétrique et rapide, témoignages d'explosions internes, coupes inhabituelles dans l'acier et retrait précipité des preuves. Pour ceux qui défendent cette vision, le 11 septembre ne fut pas seulement une attaque extérieure, mais un événement planifié avec précision et exécuté avec une aide interne, visant à créer l'impact émotionnel et politique nécessaire pour modifier profondément le cours de la politique américaine et mondiale. Et pour ces critiques, les tours jumelles ne sont pas tombées seulement pour ce que nous avons vu, mais aussi pour ce que l'on ne nous a pas dit. Si l'effondrement des tours jumelles suscite déjà des doutes et des débats intenses, le cas du bâtiment 7, également connu sous le nom de WTC-7, est encore plus énigmatique, et pour beaucoup, l'élément le plus troublant de tout le 11 septembre. Situé à environ 110 mètres au nord de la tour nord, le WTC-7 était un immeuble de 47 étages qui abritait des bureaux d'importantes agences gouvernementales et financières, dont la CIA, les services secrets, le département de la Défense et la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il n'a été percuté par aucun avion ce jour-là, mais s'est tout de même effondré entièrement à 17h20 en tombant droit et symétriquement, presque comme une démolition contrôlée parfaite. La version officielle présentée par le National Institute of Standards and Technology, NIST, affirme que l'effondrement du WTC-7 fut le résultat d'incendies internes provoqués par des débris tombés des tours jumelles lors de leur chute. Selon le rapport, ces incendies se seraient propagés sur plusieurs étages et, faute d'intervention efficace des pompiers, leur priorité étant les sauvetages et la maîtrise des principaux dégâts, la chaleur aurait provoqué la défaillance critique d'une seule colonne structurelle, la colonne 79. Cette défaillance aurait déclenché un effet domino ayant conduit à l'effondrement total de l'édifice. Cependant, pour des ingénieurs indépendants, architectes et spécialistes de la démolition, cette explication est hautement improbable. Le WTC-7 fut le premier gratte-ciel en acier de l'histoire à s'effondrer à cause d'incendies non causés par l'impact direct d'un avion. La chute fut incroyablement rapide, environ 6,5 secondes, avec une phase initiale d'environ 2,25 secondes de chute libre, reconnue par la suite par le NIST lui-même. Cette phase de chute libre est, pour de nombreux spécialistes, impossible sans un retrait simultané du support structurel à plusieurs points, ce qui, dans la pratique, ne se produit qu'avec l'utilisation d'explosifs soigneusement placés. À cela s'ajoute le fait curieux que plusieurs chaînes de télévision annoncèrent l'effondrement du WTC-7 avant qu'il ne se produise réellement. La BBC alla jusqu'à diffuser en direct une journaliste déclarant que le bâtiment s'était déjà effondré, alors qu'il apparaissait encore intact à l'arrière-plan quelques minutes avant l'effondrement réel. Pour les critiques, cette anticipation est plus qu'une coïncidence. Elle pourrait indiquer que certains médias avaient connaissance à l'avance de ce qui allait se passer, comme si l'événement était prévu. Des témoignages de personnes proches du site, y compris des pompiers, mentionnent avoir entendu des ordres de pull le bâtiment, expression qui, dans le jargon de la démolition, signifie abattre intentionnellement une structure. Larry Silverstein, propriétaire du complexe du World Trade Center,
déclara même dans une interview que compte tenu des dégâts et de la possibilité de nouvelles victimes, il avait décidé de pull l'édifice. Déclaration qu'il tenta ensuite de réinterpréter, affirmant qu'il parlait du retrait des équipes de secours et non de l'effondrement du bâtiment. Cette ambiguïté alimente encore davantage les théories. Un autre élément intrigant est le fait que le WTC-7 contenait des documents liés à des enquêtes sensibles menées par des agences telles que la Securities and Exchange Commission, qui instruisaient des affaires impliquant des crimes financiers de grande ampleur, y compris des fraudes corporatives de plusieurs milliards de dollars. La destruction soudaine et complète de l'édifice entraîna la perte physique de nombreux dossiers, ce qui, pour certains théoriciens, n'est pas une coïncidence, mais l'un des objectifs cachés de l'effondrement. Pour ceux qui défendent l'hypothèse d'une démolition contrôlée, le WTC-7 est l'élément le plus difficile à expliquer dans le récit officiel. La chute droite, nette et symétrique, la vitesse de chute libre, l'absence de précédents historiques pour des effondrements similaires et le contenu sensible qui fut détruit font de cet édifice un véritable smoking gun. La preuve la plus claire, pour les sceptiques, que le 11 septembre impliquait bien plus qu'une simple attaque extérieure. L'affaire du WTC-7, loin d'être un simple détail secondaire de la journée, est devenue l'un des piliers des enquêtes indépendantes visant à démonter la version officielle des événements. Parmi les éléments les plus troublants et fréquemment cités par les ingénieurs, pompiers et survivants du 11 septembre, figurent les récits d'explosions internes survenues avant et pendant l'effondrement des tours jumelles et du WTC-7. Ces témoignages sont apparus dès les premières heures suivant les attaques et dans de nombreux cas ont été captés par des caméras et microphones d'équipes de journalisme diffusant en direct. Ce que montrent ces enregistrements, c'est qu'avant même que les tours ne cèdent complètement, des bruits forts et séquentiels, semblables à des détonations, résonnaient à l'intérieur des bâtiments, accompagnés de vibrations intenses faisant trembler sols et murs. Pour beaucoup, cela ne ressemble pas au son d'une structure cédant naturellement, mais bien à des explosions calculées, comme celles utilisées dans les démolitions contrôlées. Plusieurs pompiers ayant participé aux opérations de sauvetage ont rapporté avoir entendu des boum 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 à intervalles réguliers provenant des étages inférieurs, peu avant le début de l'effondrement des tours. L'un d'eux a décrit que c'était comme si quelqu'un avait placé des charges explosives et les avait déclenchées en séquence. D'autres ont affirmé avoir vu des vitres éclater par blocs spécifiques, des étages entiers se désintégrer de l'intérieur vers l'extérieur avant l'effondrement total. Ces récits ont pris plus de poids lorsque des vidéos amateurs, analysées par la suite par des experts indépendants, ont montré de petites explosions visibles, connues sous le nom de squibs, se produisant à des points situés en dessous de la ligne principale d'effondrement, exactement comme dans les implosions planifiées. Le cas du WTC-7 renforce encore davantage la suspicion. Des témoins proches ont déclaré avoir entendu une forte explosion quelques secondes avant que le bâtiment ne commence à tomber, suivi d'un bruit continu de structures cédant, mais avec une intensité et une clarté inhabituelles pour un effondrement provoqué uniquement par des incendies. Des pompiers présents sur place ont affirmé que le bâtiment était en train de s'effondrer et que le bruit était si fort et si ordonné qu'il ne semblait pas accidentel. Il existe également des enregistrements sismiques réalisés ce jour-là, captés par des stations de surveillance à New York et dans les environs. Des chercheurs indépendants soulignent que, quelques secondes avant le début de l'effondrement de chaque tour, on observe des pics soudains d'activité sismique, ce qui, selon eux, pourrait indiquer des explosions souterraines ou en sous-sol, compatibles avec l'utilisation d'explosifs puissants pour affaiblir les bases des structures. Bien que des experts liés au gouvernement affirment que ces pics peuvent s'expliquer par l'impact initial des avions ou par le déplacement de masse au début de la chute, les critiques estiment que l'intensité et le moment exact des relevés pointent vers des détonations délibérées. Un autre détail rarement évoqué dans le récit officiel est que certains survivants affirment avoir vu des flammes et de la fumée s'échapper de zones basses des tours, y compris des sous-sols, bien avant tout effondrement visible. Un ingénieur de maintenance du World Trade Center a raconté que, lors de l'évacuation, il avait entendu une violente explosion en sous-sol qu'il avait projetée contre un mur, brisant une partie de la structure autour de lui. Lui et d'autres employés jurent que ces explosions n'étaient pas liées à l'impact des avions, car elles s'étaient reproduites quelques minutes plus tôt et dans des zones non directement touchées. Malgré la gravité de ces récits,
La commission du 11 septembre a pratiquement ignoré ces témoignages dans son rapport final. Le NIST, pour sa part, a conclu qu'il n'avait trouvé aucune preuve concrète de l'utilisation d'explosifs, mais n'a pas réalisé de tests spécifiques pour les écarter. Cette absence d'enquête approfondie est l'un des principaux arguments avancés par ceux qui défendent l'idée d'une opération interne. Ignorer systématiquement des informations susceptibles de modifier le récit indique, pour ces critiques, non seulement une négligence mais aussi une volonté de dissimuler la vérité. Dans les démolitions contrôlées, la synchronisation des charges explosives est essentielle pour garantir un effondrement net et précis. La similitude des sons, des vibrations et de la manière dont les tours et le WTC-7 sont tombés a conduit de nombreux experts indépendants à affirmer que le 11 septembre présente tous les signes d'un événement orchestré et non d'un effondrement accidentel. Et pour les partisans de cette hypothèse, les récits d'explosion ne sont pas de simples coïncidences auditives. Ils constituent les indices les plus explicites qu'un événement a été soigneusement planifié pour se produire ce jour-là. L'un des aspects les plus intrigants et les plus troublants du 11 septembre concerne l'absence totale d'interception aérienne réussie pendant les attaques. Aux États-Unis, l'armée de l'air et le NORAD, North American Aerospace Defense Command, disposent de protocoles stricts pour traiter les avions commerciaux qui perdent le contact, déviennent de leur trajectoire ou présentent un comportement suspect. Historiquement, avant 2001, le délai moyen pour envoyer des chasseurs intercepter un vol potentiellement en danger n'était que de quelques minutes, dans de nombreux cas, entre 6 et 10 minutes après l'alerte. Pourtant, le jour le plus critique de l'histoire récente du pays, 4 avions ont été détournés, ont volé pendant de longues périodes hors de leur trajectoire, et aucun chasseur n'a réussi à les intercepter à temps. La version officielle affirme que les protocoles ce jour-là étaient confus, et que le NORAD n'était pas préparé à gérer plusieurs détournements simultanés. Selon cette version, les informations sur chaque avion ont été transmises avec retard. Il y a eu confusion entre les autorités civiles et militaires, et des exercices militaires en cours ont contribué au chaos. Fait intéressant, l'un de ces exercices simulait précisément des attaques aériennes contre des bâtiments aux États-Unis, ce qui, selon les critiques, n'a fait qu'ajouter à la confusion entre ce qui relevait de l'exercice et ce qui relevait de la réalité. Pour les partisans de la théorie de l'opération interne, l'explication officielle est insuffisante. Ils soutiennent que le temps pendant lequel les avions ont volé hors de leur trajectoire, en particulier le vol 77, qui a frappé le Pentagone, et le vol 93, qui s'est écrasé en Pennsylvanie, aurait été largement suffisant pour une interception si les ordres avaient été donnés rapidement. Dans le cas du vol 77, par exemple, il est resté en vol environ 40 minutes sans interférence avant de frapper l'un des bâtiments les plus surveillés de la planète. Pour ceux qui ne croient pas à la version officielle, cela n'est possible que si des ordres explicites de ne pas agir ont été donnés, ou si le système a été délibérément paralysé. La question des ordres de ne pas intervenir est également au cœur de cette controverse. Plusieurs témoignages et enquêtes journalistiques indiquent que l'armée de l'air a reçu des ordres limitant son action ce jour-là. Bien que ces ordres soient officiellement niés, certains militaires à la retraite et contrôleurs aériens ont affirmé que des instructions inhabituelles émanaient de hauts responsables, ce qui aurait empêché la réponse normale. Dans un tel scénario, le retard ne serait pas dû à l'incompétence, mais à un blocage délibéré. Le rôle du vice-président de l'époque, Dick Cheney, est également fréquemment mentionné. Des témoignages, y compris ceux de membres de la commission du 11 septembre, indiquent que Cheney se trouvait dans le centre de commandement souterrain de la Maison-Blanche pendant les attaques et aurait supervisé des décisions cruciales sur la manière de réagir aux vols détournés. Certains récits suggèrent qu'il a confirmé ou maintenu des ordres de ne pas intercepter, ce qui, à ce jour, n'a pas été entièrement clarifié et reste entouré de contradictions. Un autre point pertinent est que, selon des données publiques, les interceptions rapides étaient une routine avant le 11 septembre. Entre septembre 2000 et juin 2001, l'armée de l'air américaine a effectué 67 interceptions d'aéronefs au-dessus du territoire américain. Il est pour le moins étrange que le jour le plus sensible, avec plusieurs avions déviant de leur route, aucune de ces procédures n'ait fonctionné efficacement. Pour les critiques, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que l'échec a été orchestré pour permettre aux attaques d'atteindre leurs objectifs. Le résultat de cet effondrement présumé du système de défense a été dévastateur. 3 cibles stratégiques touchées avec succès,
et un quatrième avion abattu uniquement par l'acte désespéré des passagers. Pour ceux qui défendent l'hypothèse d'une complicité interne, cet échec n'était pas seulement pratique, mais essentiel au plan. Après tout, si l'un des avions avait été intercepté et abattu, le récit et l'impact psychologique des attaques auraient été radicalement différents, et peut-être que la justification des guerres suivantes n'aurait pas eu le même poids émotionnel. Parmi tous les événements du 11 septembre, aucun ne suscite autant de débats passionnés que l'impact contre le Pentagone. Officiellement, à 9h37 du matin, le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 757, est entré en collision avec l'aile ouest du siège du département de la Défense des États-Unis, tuant les 64 occupants de l'avion ainsi que 125 personnes supplémentaires à l'intérieur du bâtiment. Selon la version officielle, l'avion aurait été détourné et piloté par Hani Hanjour, l'un des supposés membres d'Al-Qaïda, qui aurait exécuté une manœuvre aérienne extrêmement précise pour frapper la partie récemment rénovée et encore partiellement inoccupée, réduisant ainsi le nombre de victimes à l'intérieur. Cette version est toutefois contestée par de nombreux experts en aviation, militaires à la retraite et enquêteurs indépendants. Le premier point controversé concerne les compétences de Hanjour en tant que pilote. Les archives des écoles de pilotage montrent qu'il avait des difficultés à manœuvrer même de petits avions monomoteurs et, selon ses instructeurs, ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour réaliser la manœuvre finale complexe, une descente en spirale de près de 8000 pieds, suivie d'un vol rasant à quelques mètres du sol pour frapper le bâtiment avec une précision millimétrique. Des pilotes expérimentés affirment qu'une telle manœuvre dans un Boeing 757 nécessiterait un entraînement avancé que Hanjour n'aurait pas eu. Un autre point polémique concerne les dégâts physiques subis par le Pentagone. Les images disponibles peu après l'attaque montraient un trou initial relativement petit, jugé incompatible par les critiques avec l'envergure d'un Boeing 757 qui mesure plus de 38 mètres. Les ailes et l'empennage, selon des témoins oculaires, n'ont laissé aucune marque claire sur la façade. De plus, on notait l'absence flagrante de gros débris de fuselage éparpillés sur la pelouse devant le bâtiment, ce qui est normalement attendu après un impact de cette ampleur. Les caméras de sécurité du Pentagone, qui auraient pu offrir une vue claire de l'impact, ont bien enregistré l'événement, mais le gouvernement n'a publié que quelques images fixes de faible qualité, dans lesquelles l'avion n'est pas clairement identifiable. Cela a alimenté les théories selon lesquelles l'objet ayant frappé le bâtiment n'était peut-être pas un avion de ligne commerciale, mais plutôt un missile ou un avion militaire plus petit. Cette hypothèse est renforcée par certains témoignages affirmant avoir vu un projectile rapide et de petite taille approcher le bâtiment, et non un grand avion de passagers. Le lieu de l'impact soulève également des soupçons. L'aile ouest, récemment renforcée pour résister aux explosions, disposait de murs consolidés et était partiellement vide en raison des travaux en cours, ce qui a limité le nombre de victimes à l'intérieur. Pour les sceptiques, il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'un choix délibéré afin de contrôler les dégâts et l'impact visuel, tout en maintenant le récit d'une attaque contre le cœur militaire des États-Unis. Un autre détail rarement évoqué par les médias traditionnels concerne le sort des enregistrements vidéo provenant de caméras de sécurité d'établissements voisins, tels que des hôtels ou des stations-service. Peu après l'attaque, des agents du FBI auraient saisi ces enregistrements et les auraient emportés sans les rendre publics. À ce jour, seul un nombre extrêmement limité d'images a été publié et aucune ne fournit de preuves visuelles claires qu'un Boeing 757 était bien l'appareil en cause. La version officielle affirme que les preuves trouvées sur place, pièces de moteur, fragments de fuselage et restes humains, confirment la présence du vol 77. Cependant, les critiques soutiennent que ces preuves n'ont été présentées de manière contrôlée, sans possibilité de vérification indépendante. De plus, le retrait rapide des débris et la restriction d'accès au site ont empêché toute analyse médico-légale externe. Pour ceux qui croient à la théorie d'une opération interne, l'attaque contre le Pentagone est perçue comme une pièce soigneusement planifiée pour compléter le tableau de la terreur et de la vulnérabilité des États-Unis, garantissant la mobilisation immédiate de l'appareil militaire. Le choix d'une cible militaire, combiné à la destruction des preuves visuelles et aux incohérences physiques, constitue, pour ces critiques, l'un des aspects les plus sombres et révélateurs du 11 septembre. Dans le récit officiel, le vol 93 de United Airlines
est devenu l'un des symboles les plus émouvants et patriotiques du 11 septembre. Selon le gouvernement des États-Unis, cet avion, avec 44 personnes à bord, a été détourné par 4 membres d'Al-Qaïda et dirigé vers une cible stratégique à Washington, D.C., possiblement la Maison-Blanche ou le Capitole. Contrairement aux 3 autres avions, le vol 93 n'a jamais atteint sa destination. La version acceptée par le public affirme que les passagers, après avoir appris les attaques contre les tours jumelles et le Pentagone par des appels téléphoniques, ont décidé d'agir. Armés uniquement de courage, ils ont improvisé une contre-attaque contre les pirates de l'air, forçant l'avion à s'écraser dans un champ ouvert près de Shanksville, en Pennsylvanie, à 10h03, évitant ainsi une tragédie encore plus grande. Cette histoire d'héroïsme a été largement diffusée par les médias et est devenue une partie fondamentale de la rhétorique d'unité et de résistance du peuple américain. Le président George W. Bush lui-même a salué les passagers comme des héros nationaux. Des films, des livres et des monuments commémoratifs ont été produits pour immortaliser cet acte de bravoure, transformant le vol 93 en un exemple de la force de l'esprit humain face à la terreur. Cependant, derrière ce récit inspirant, se cache une série d'incohérences, d'omissions et de faits étranges qui alimentent des théories alternatives sur ce qui s'est réellement passé avec l'appareil. Le premier point de doute concerne l'ampleur et la dispersion des débris. Dans les accidents aériens, surtout lorsqu'il y a une collision directe avec le sol, on s'attend à ce que la majeure partie du fuselage et des corps reste concentrée sur le site d'impact. Dans le cas du vol 93, toutefois, des témoins et des équipes de secours ont signalé que des débris avaient été retrouvés à plusieurs kilomètres du point officiel de l'accident, y compris des fragments légers comme du papier et du matériau isolant situé à plus de 10 km du site. Pour les enquêteurs indépendants, ce type de dispersion est plus compatible avec une explosion en plein vol, comme cela pourrait se produire en cas d'abattage, qu'avec un crash contrôlé au sol. Un autre élément curieux est le petit cratère laissé par l'impact. Les images aériennes prises peu après la chute montrent un trou relativement modeste, peu profond, et avec une absence visible de grande partie de l'avion. Cette scène a été décrite par certains journalistes sur place comme ressemblant à un trou causé par l'impact d'un missile, plutôt qu'aux débris chaotiques d'un gros avion commercial. L'absence de grandes sections du fuselage et la fragmentation extrême des corps soulèvent également des doutes, car même dans les accidents à fort impact, certaines parties de l'appareil restent généralement reconnaissables. Les enregistrements du cockpit Voice Recorder ont révélé des sons de lutte et des cris, confirmant, selon la version officielle, la résistance des passagers. Toutefois, seules des transcriptions partielles ont été rendues publiques et l'audio complet reste restreint, alimentant les soupçons selon lesquels des passages importants auraient été omis. S'il y avait effectivement eu une interception militaire, comme le croient certains théoriciens, les sons de destruction en vol pourraient se trouver dans ces enregistrements, et leur dissimulation servirait à protéger le récit héroïque. L'hypothèse d'un abattage n'est pas improbable dans le cadre des protocoles militaires. Dans un scénario où 3 avions avaient déjà atteint des cibles stratégiques, le 4e, toujours en vol et hors de sa trajectoire, représentait une menace imminente. Des ordres pour l'abattre auraient pu être donnés afin d'éviter une nouvelle attaque à Washington. Le vice-président Dick Cheney lui-même a admis, dans son témoignage, qu'il y avait une autorisation pour abattre des avions détournés si nécessaire. Le problème est que reconnaître publiquement que le gouvernement a ordonné la destruction d'un avion transportant des passagers innocents pourrait causer un dommage irréparable à l'image de l'administration et du pays, surtout dans le climat émotionnel du moment. Des témoins oculaires du vol 93 ont déclaré avoir vu un 2e avion dans la zone peu avant l'accident, ce qui renforce la théorie d'un possible missile ou d'une interception militaire. Cet appareil aurait été un chasseur militaire ou un avion non identifié qui aurait suivi le vol 93 jusqu'au moment de l'explosion ou de l'impact. Le rapport officiel mentionne brièvement cette observation, mais l'écarte sans enquête approfondie. Au final, pour ceux qui croient à la version officielle, le vol 93 représente le meilleur de l'humanité, prouvant que des personnes ordinaires peuvent changer le cours de l'histoire. Pour les sceptiques, en revanche, c'est un exemple de la façon dont un récit émouvant peut être construit et maintenu pour dissimuler une action impopulaire, possiblement un abattage autorisé. Quoi qu'il en soit, la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans les dernières minutes de ce vol reste enveloppée d'ombre.
protégés par des versions partielles et des zones d'ombre qui ne seront peut-être jamais totalement éclaircies. Parmi les pièces les plus controversées du puzzle du 11 septembre figurent les mouvements financiers qui ont eu lieu dans les jours précédant immédiatement les attentats. Ces transactions détectées par les bourses et les organismes de régulation ont impliqué des volumes de négociations inhabituels, en particulier sur les actions de compagnies aériennes et d'assurances qui allaient être directement touchées par les événements. Pour de nombreux enquêteurs indépendants, la nature et la précision de ces opérations suggèrent que certains investisseurs avaient une connaissance préalable de ce qui allait se produire, ou, à tout le moins, qu'un événement de proportions catastrophiques était imminent. La première anomalie notable a été observée sur les actions d'American Airlines et de United Airlines, les deux compagnies dont les avions ont été détournés lors des attentats. Les 6 et 7 septembre 2001, on a constaté une augmentation des options de vente, put option, sur ces sociétés atteignant jusqu'à 600% au-dessus de la moyenne habituelle. Ce type d'opération permet de tirer profit d'une baisse du cours d'une action, et dans le cas de ces deux compagnies, le prix a chuté immédiatement après les attentats, générant des millions de bénéfices pour ceux qui avaient parié sur cette baisse. Le détail intrigant est que ces mouvements ont été extrêmement ciblés, uniquement sur ces compagnies, sans toucher l'ensemble du secteur aérien, ce qui laisse penser à une connaissance précise des cibles qui allaient être frappées. En plus des compagnies aériennes, il y a également eu des mouvements inhabituels concernant des compagnies d'assurance, telles que Munich Re et AXA, qui détenaient des polices de plusieurs millions couvrant le World Trade Center. Des investisseurs ont acheté de grandes quantités d'options de vente sur ces assureurs quelques jours avant les attentats, et, comme prévu, la valeur de marché de ces sociétés s'est effondrée avec la tragédie, générant des profits immédiats. La coïncidence est si frappante que, dans toute enquête financière classique, cela serait considéré comme un fort indice d'information privilégiée. Un autre cas curieux concerne le complexe du World Trade Center lui-même. Larry Silverstein, l'homme d'affaires qui avait pris à bail les tours jumelles quelques mois avant le 11 septembre, avait réussi à inclure dans le contrat d'assurance une clause couvrant les attentats terroristes, chose inhabituelle qui s'est révélée cruciale après les événements. Après les attentats, Silverstein a porté l'affaire en justice en arguant que chaque tour touché représentait un événement distinct, tentant ainsi d'obtenir un double paiement de l'indemnisation pour un total de plus de 7 milliards de dollars. Bien que ce litige ait été partiellement résolu en faveur des assureurs, le simple fait que la police ait été renégociée de manière aussi spécifique que peu avant l'attaque est, pour beaucoup, une coïncidence difficile à accepter. Les enquêtes officielles sur ces mouvements financiers ont été menées par des organismes tels que la SEC, Securities and Exchange Commission des États-Unis, et le FBI. Cependant, les résultats rendus publics ont été jugés non concluants. Les autorités ont affirmé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour confirmer que ces transactions étaient fondées sur une connaissance préalable des attentats. Le problème est que de nombreux détails de l'enquête ont été classifiés et les noms des investisseurs qui en ont tiré profit n'ont jamais été révélés, invoquant la protection de la vie privée. Ce manque de transparence alimente fortement les soupçons. On trouve également des traces de transferts bancaires et de mouvements de capitaux survenus dans les heures et les jours précédant immédiatement le 11 septembre. Certaines de ces transactions ont dépassé les 100 millions de dollars et provenaient d'institutions financières situées dans le World Trade Center lui-même. Après les attentats, une partie de ces documents a été détruite, rendant tout traçage complet impossible. Cela a conduit certains théoriciens à suggérer qu'en plus de l'objectif géopolitique, le 11 septembre a également pu servir à dissimuler des crimes financiers à grande échelle. Pour ceux qui soutiennent la thèse de l'opération interne, ces mouvements ne sont pas de simples coïncidences, mais bien des signes que certains groupes, possiblement liés aux milieux financiers et politiques, savaient non seulement ce qui allait se passer, mais en ont aussi tiré profit. La coïncidence, dans ce cas, ne réside pas uniquement dans le moment choisi, mais dans la précision chirurgicale avec laquelle les paris ont été placés, exactement sur les entreprises et les secteurs qui allaient être directement dévastés. Et pour ceux qui analysent le 11 septembre sous l'angle du profit, cette piste financière est aussi révélatrice que n'importe quelle preuve matérielle retrouvée dans les décombres. Le 11 septembre n'a pas seulement été un événement historique sans précédent, ce fut aussi un spectacle médiatique mondial diffusé en temps réel. Les images des avions percutant les tours jumelles, des explosions,
de l'effondrement des bâtiments et de la panique dans les rues de New York ont été diffusées en boucle sur les chaînes de télévision du monde entier, s'imprimant de manière presque traumatique dans la mémoire collective. Les médias, volontairement ou non, sont devenus un acteur fondamental dans la construction du récit officiel, définissant non seulement ce que la population voyait, mais aussi comment elle interprétait ce qui se passait. Dès les premières minutes après l'impact du premier avion, des chaînes comme CNN, BBC, NBC et Fox News sont passées en couverture continue, avec des présentateurs et des journalistes commentant en direct les images provenant de multiples sources. Au début, il y avait de l'incertitude et des spéculations. On parlait d'un accident, d'une éventuelle défaillance technique, jusqu'à ce que le second impact élimine tout doute sur l'intentionnalité des attaques. À partir de là, l'angle de la couverture s'est rapidement aligné sur la version qui serait plus tard consolidée par le gouvernement, celle d'une attaque coordonnée par Al-Qaïda. Le choix des images diffusées a également joué un rôle psychologique crucial. Les scènes les plus choquantes, des personnes sautant des tours, l'effondrement complet des bâtiments, les visages de victimes et de proches désespérés, ont été répétés en boucle, créant un état de choc et de peur collective qui a facilité l'acceptation de mesures d'urgence. Pour les spécialistes de la communication, cette répétition incessante a fonctionné comme un mécanisme de conditionnement émotionnel, associant de façon permanente l'attaque à un ennemi externe clairement identifié. L'un des points les plus controversés fut la couverture de l'effondrement du WTC-7. Comme mentionné précédemment, certaines chaînes, comme la BBC, sont allées jusqu'à annoncer l'effondrement du bâtiment avant qu'il ne se produise réellement, diffusant en direct une journaliste affirmant que le bâtiment était déjà tombé alors qu'il apparaissait encore intact en arrière-plan. Pour les sceptiques, une telle erreur ne peut pas s'expliquer uniquement par une faille de communication. Ce serait la preuve que certaines informations avaient été scénarisées à l'avance. Un autre élément suspect est la manière dont les médias ont rapidement écarté les témoignages et images qui ne correspondaient pas au récit officiel. Des vidéos amateurs montrant des explosions internes, des nuages de poussière apparaissant en dessous de la ligne d'effondrement et des sons de détonation ont été largement ignorés par les grandes chaînes, tandis que des experts invités répétaient des explications alignées sur celles du gouvernement. Cela a créé un effet de monoculture informationnelle, où le public n'a été exposé qu'à une seule interprétation possible, réduisant drastiquement l'espace pour un questionnement critique. En outre, il y eut un usage calculé d'experts militaires, d'anciens agents de la CIA et de figures politiques, lors d'entretiens en direct, présentant souvent des analyses avec un langage technique et une autorité qui renforçait l'urgence de mesures telles que l'invasion de l'Afghanistan et l'adoption du Patriot Act. L'insertion de ces voix spécifiques a façonné la perception du public sur qui étaient les coupables et quelle devait être la réponse immédiate. La construction de figures de méchants et de héros a également été exploitée intensivement. Alors que les images d'Oussama Ben Laden étaient montrées à répétition comme le symbole suprême du mal, les histoires de survivants et de héros anonymes, comme les passagers du vol 93, étaient mises en avant pour renforcer le récit de résilience nationale. Pour les critiques, cette dualité émotionnelle a servi à polariser l'opinion publique et à réduire la complexité de l'événement à un simple combat entre le bien et le mal. Dans le domaine des théories du complot, les médias sont souvent considérés comme un outil stratégique pour consolider la version officielle et marginaliser les voix dissidentes. Des documentaires indépendants comme Loose Change et 9/11 Explosive Evidence affirment que la presse traditionnelle non seulement n'a pas enquêté sur les incohérences, mais a activement contribué à les dissimuler, que ce soit par alignement idéologique ou par pression politique et économique. En fin de compte, le rôle des médias le 11 septembre va bien au-delà de la simple couverture journalistique. Ils ont agi comme amplificateurs d'un scénario qui a orienté les émotions, façonné les perceptions et aidé à créer le consensus nécessaire aux transformations politiques, militaires et sociales qui ont suivi. Pour ceux qui croient à la thèse de l'opération interne, ce contrôle narratif fut tout aussi important que toute action physique le jour des attaques, car, sans une histoire bien racontée et émotionnellement convaincante, il aurait été difficile d'obtenir le soutien populaire pour les mesures qui ont suivi. Si les attentats du 11 septembre ont été le déclencheur émotionnel et psychologique qui a secoué le monde, le USA Patriot Act
Officiellement, Uniting and Strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct Terrorism Act, fut la réponse législative qui modifia radicalement l'équilibre entre liberté et sécurité aux États-Unis. Adopté le 26 octobre 2001, un peu plus de 40 jours après les attentats, cet ensemble de mesures accorda au gouvernement fédéral des pouvoirs sans précédent en matière de surveillance, d'enquête et de détention de suspects, remodelant profondément le cadre juridique du pays. Le récit officiel affirmait qu'il fallait agir rapidement pour éviter de nouvelles attaques et que les outils disponibles à l'époque étaient insuffisants pour affronter un ennemi invisible, décentralisé et mondial. Le texte du Patriot Act comptait plus de 300 pages et incluait des modifications à diverses lois couvrant tout, des écoutes téléphoniques à la surveillance des transactions bancaires et aux enquêtes secrètes. La rapidité avec laquelle il a été approuvé est considérée par de nombreux critiques comme la preuve qu'il était déjà prêt avant même les attentats, attendant simplement le moment opportun pour être imposé. Une observation qui renforce la thèse selon laquelle le 11 septembre aurait pu être utilisé comme prétexte pour mettre en place un projet de surveillance qui, dans des circonstances normales, aurait rencontré une forte résistance populaire et politique. Parmi les changements les plus marquants figurait l'élargissement de la notion de suspect de terrorisme, permettant à toute personne, y compris les citoyens américains, d'être enquêtés, détenus et poursuivis sur la base de critères vagues et subjectifs. Le gouvernement obtint la liberté d'effectuer des perquisitions sans mandat traditionnel, sneak and peek warrants, d'accéder au registre des bibliothèques, de surveiller les communications numériques à grande échelle et d'obtenir des informations confidentielles auprès des institutions financières sans nécessité d'une ordonnance judiciaire formelle. Cette capacité à collecter et conserver massivement des données personnelles ouvrit la voie à des programmes d'espionnage révélés plus tard par des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden. Un autre point controversé fut la possibilité de détention illimitée pour les étrangers considérés comme soupçonnés de lien avec le terrorisme, même sans inculpation formelle. Cette pratique mena à des abus et à la création d'un système judiciaire parallèle, illustré par le centre de détention de Guantanamo, à Cuba, où des prisonniers furent détenus pendant des années sans procès, soumis à des interrogatoires coercitifs et, dans de nombreux cas, à la torture. Le Patriot Act n'élargit donc pas seulement le pouvoir d'enquête, mais créa également une zone grise juridique qui affaiblit des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution américaine. Pour les partisans du récit conspirationniste, le Patriot Act est la preuve la plus concrète que le 11 septembre a été instrumentalisé, sinon orchestré, pour consolider un état de surveillance permanent. La transformation fut si profonde que, selon des analystes, elle marqua le début d'une nouvelle ère politique, où la justification de la guerre contre le terrorisme servit à soutenir des interventions militaires à l'étranger et une surveillance intérieure à des niveaux sans précédent. Parallèlement, de nombreuses dispositions initialement présentées comme temporaires furent renouvelées ou intégrées de manière permanente à la législation américaine, même après la fin officielle de certaines opérations militaires. La réaction de l'opinion publique est également révélatrice. Dans un climat de traumatisme et de peur de nouvelles attaques, il y eut peu de résistance initiale aux mesures du Patriot Act. La rhétorique officielle, amplifiée par les médias, renforçait l'idée que ceux qui s'opposaient à la loi étaient, d'une certaine manière, du côté des terroristes. Ce climat de pression sociale et politique étouffa le débat démocratique, créant un consensus artificiel autour de l'idée qu'il fallait renoncer aux libertés pour garantir la sécurité. Avec le recul, les universitaires et anciens agents de renseignement reconnaissent que le Patriot Act représenta une expansion colossale du pouvoir gouvernemental, avec des répercussions qui dépassèrent largement la réponse immédiate au 11 septembre. Pour les critiques, tel était le véritable objectif, utiliser le choc collectif comme catalyseur pour légitimer une infrastructure de surveillance et de contrôle qui, sans événements traumatisants, n'aurait jamais été acceptée. Ainsi, le 11 septembre, en plus d'un acte de violence physique, aurait également été un acte d'ingénierie politique et sociale, façonnant le paysage intérieur et extérieur des États-Unis pour les décennies à venir. Le discours de la guerre contre le terrorisme est né littéralement dans les heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre, lorsque le président George W.
Bush a déclaré que les États-Unis étaient engagés dans une lutte mondiale contre un ennemi invisible, sans frontières et sans uniforme. Cette rhétorique a non seulement galvanisé la population américaine autour d'un sentiment d'unité et de vengeance, mais elle a également offert un chèque en blanc pour des actions militaires et politiques qui, selon de nombreux analystes, étaient planifiées bien avant la chute des tours jumelles. La guerre contre le terrorisme est ainsi devenue le cadre narratif parfait pour justifier des décennies d'intervention à l'étranger et une reconfiguration de la carte géopolitique mondiale. La première cible fut l'Afghanistan, envahi le 7 octobre 2001 sous prétexte qu'il abritait Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. L'opération Liberté immuable fut présentée comme une mission visant à capturer les responsables des attentats et à démanteler les réseaux terroristes. Cependant, il est rapidement apparu que l'objectif allait bien au-delà de la poursuite d'individus. Il s'agissait d'assurer le contrôle stratégique d'une région essentielle pour les routes énergétiques et l'influence militaire. L'Afghanistan occupe une position géographique vitale, servant de corridor potentiel pour des oléoducs qui relieraient les vastes réserves de pétrole et de gaz de la mer Caspienne à l'océan Indien, en évitant le transit par des territoires considérés comme hostiles aux intérêts américains. 2 ans plus tard, la guerre contre le terrorisme s'est étendue à l'Irak, même sans lien prouvé entre Saddam Hussein et les attentats du 11 septembre. La justification avancée fut l'existence d'armes de destruction massive, un argument qui se révélera plus tard faux. Malgré tout, cette narrative a suffi à obtenir le soutien initial du Congrès et d'une partie importante de la population américaine. L'Irak, en plus de ses immenses réserves de pétrole, représentait un point stratégique pour consolider la présence militaire américaine au Moyen-Orient, encerclant des pays comme l'Iran et la Syrie. Pour les critiques, le 11 septembre fut le catalyseur parfait pour ouvrir la voie à une invasion déjà prévue depuis des années par des think tanks et des stratèges militaires. La guerre contre le terrorisme a également permis d'étendre la présence militaire des États-Unis dans des régions telles que la Corne de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et même l'Amérique latine, toujours sous prétexte de lutter contre des cellules terroristes ou de prévenir des attaques. Dans la pratique, cela signifia l'installation de bases militaires, la conclusion d'accords de coopération et des opérations de renseignement clandestines qui ont considérablement accru l'influence géopolitique de Washington. Sur le plan intérieur, la rhétorique de la guerre contre le terrorisme fut utilisée pour soutenir des politiques de surveillance de masse et des mesures restrictives des droits civils, comme nous l'avons vu dans la section précédente sur le Patriot Act. L'argument central était simple et efficace. Pour vaincre un ennemi diffus, il fallait adopter des méthodes exceptionnelles. Ainsi, des pratiques telles que la détention illimitée, les interrogatoires renforcés, euphémismes pour torture et la surveillance électronique à grande échelle sont devenues non seulement acceptables, mais institutionnalisées. Pour ceux qui défendent la théorie selon laquelle le 11 septembre a été au minimum exploité de manière calculée, la guerre contre le terrorisme est la pièce maîtresse de l'intrigue. Elle a permis au gouvernement américain de consolider une nouvelle doctrine de sécurité nationale, de projeter sa puissance militaire dans des régions stratégiques et d'ouvrir des marchés à l'industrie de l'armement et de la sécurité privée. Les entreprises liées à des personnalités politiques influentes, y compris des membres de la famille Bush et des alliés proches, ont engrangé des milliards grâce à des contrats de reconstruction, de fourniture d'armement et de services de renseignement. Cette guerre, contrairement aux conflits traditionnels, n'a pas de fin définie. Le concept de terrorisme est suffisamment souple pour être appliqué à différents groupes et pays, selon la convenance géopolitique du moment. Cela garantit que la guerre contre le terrorisme puisse se prolonger indéfiniment, justifiant de nouvelles interventions chaque fois que nécessaire. En ce sens, pour les critiques et les chercheurs indépendants, le 11 septembre n'a pas seulement été une attaque, ce fut l'événement fondateur d'une ère de guerre planifiée, où la justification de la sécurité nationale masque des intérêts économiques et stratégiques à long terme. L'hypothèse selon laquelle le 11 septembre aurait été une opération interne, planifiée, facilitée ou du moins permise par des éléments au sein même du gouvernement des États-Unis, est sans doute la plus polémique et explosive de toutes les théories. Connue populairement sous le nom de Inside Job, cette idée affirme que les attentats n'ont pas été uniquement l'œuvre d'Al-Qaïda, mais le résultat d'un plan soigneusement élaboré visant à servir des intérêts stratégiques, économiques
et politiques à long terme. Selon les partisans de cette vision, l'ampleur, la précision et les conséquences du 11 septembre sont si parfaitement alignées avec certains objectifs de pouvoir qu'il est improbable que tout cela se soit produit sans, au minimum, une complicité interne. Le cœur de cette théorie repose sur la triade classique de toute enquête criminelle: moyens, mobiles et opportunités. En termes de moyens, les États-Unis possédaient, et possèdent toujours, l'un des appareils de renseignement les plus sophistiqués au monde, capable de surveiller les communications, les mouvements financiers et les activités suspectes pratiquement partout sur la planète. Pour les critiques, il est inconcevable qu'un attentat de cette ampleur ait pu être planifié et exécuté sans que la CIA, la NSA et le FBI ne détectent des signaux d'alerte clairs. D'ailleurs, il existe des rapports d'alerte préalables venant de services de renseignement étrangers, comme ceux d'Israël, d'Allemagne et de Russie, avertissant de possibles attaques d'Al-Qaïda sur le sol américain qui auraient été ignorées ou minimisées. Quant aux mobiles, la liste est longue. Le 11 septembre a fourni la justification parfaite pour mettre en œuvre le Patriot Act, élargir la surveillance intérieure, augmenter le budget militaire et lancer une série de guerres au Moyen-Orient et en Asie centrale, toutes alignées avec des intérêts stratégiques préalablement documentés par des groupes comme le Project for the New American Century, PNAC. Ce groupe de réflexion, auquel appartenaient des figures clés de l'administration Bush, avait déjà déclaré en 2000 que la transformation de l'appareil militaire américain nécessiterait un événement catalyseur, semblable à un nouveau Pearl Harbor. Pour les défenseurs de la théorie de l'opération interne, le 11 septembre fut exactement cela, le déclencheur nécessaire pour reconfigurer la politique intérieure et étrangère des États-Unis. L'opportunité existait également. Avec une nouvelle administration républicaine au pouvoir, entourée de figures à l'historique interventionniste et liées aux industries militaires et énergétiques, il y avait non seulement la capacité de mener une opération de cette envergure, mais aussi un réseau d'alliés politiques, corporatifs et médiatiques pour soutenir le récit officiel. La rapidité avec laquelle la version des faits a été présentée, l'identification immédiate des coupables et la coordination mondiale dans l'acceptation de ce récit sont perçus par beaucoup comme les signes d'un plan préalablement orchestré. Les partisans de la théorie soulignent également les anomalies physiques et logistiques de la journée. L'effondrement symétrique des tours et du WTC-7, les témoignages d'explosions internes, l'absence d'interception aérienne, les incohérences dans l'attaque contre le Pentagone et les doutes concernant le vol 93. Pour eux, chacun de ces éléments pris isolément justifierait déjà des enquêtes approfondies. Combinés, ils forment un tableau difficilement explicable par de simples défaillances simultanées et coïncidences malheureuses. Un autre point souvent évoqué est le contrôle du récit par les médias. S'il y avait eu une opération interne, il aurait été essentiel de veiller à ce que les premières versions présentées au public établissent une histoire unique et émotionnellement convaincante, empêchant les voix dissidentes de prendre de l'ampleur dès le départ. Selon les critiques, c'est exactement ce qui s'est produit, les journalistes indépendants et les experts divergents étant marginalisés, ridiculisés ou accusés d'anti-américanisme. Pour les sceptiques de cette théorie, il est plus plausible que le 11 septembre ait été le résultat d'incompétence et de défaillance dans la coordination du renseignement. Mais pour les partisans de « inside job », ces défaillances n'ont pas été accidentelles, elles étaient délibérées. Ils affirment qu'en permettant ou en facilitant les attaques, certains secteurs du gouvernement et les entreprises qui leur sont liées ont obtenu exactement ce qu'ils désiraient, un prétexte incontestable pour étendre le pouvoir, redéfinir la géopolitique mondiale et s'enrichir grâce à des contrats de guerre et de reconstruction valant des milliards. Qu'on y croit ou non, le fait est que cette théorie perdure faute de réfutation définitive. Le refus d'enquêter sur certaines anomalies, la destruction ou la dissimulation de preuves, et la cohérence entre les événements et les intérêts stratégiques ultérieurs ont créé un terrain fertile pour que cette hypothèse reste vivace, plus de 2 décennies plus tard. Et pour beaucoup, tant que ces questions resteront sans réponse claire, le 11 septembre sera rappelé non seulement comme une tragédie, mais aussi comme un possible crime d'État. Lorsque la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, plus connue sous le nom de Commission du 11 septembre, a été créée en novembre 2002, plus d'1 an après les événements,
Le public s'attendait à ce qu'elle fournisse une explication définitive et transparente de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Cependant, pour les critiques et les enquêteurs indépendants, le travail de la commission a été, dès le départ, limité par des restrictions politiques, un manque d'accès à des preuves essentielles et une tendance claire à protéger certaines figures et institutions. Le rapport final, publié en juillet 2004 et dépassant les 500 pages, est considéré par beaucoup comme un document davantage soucieux de soutenir le récit officiel que de rechercher la vérité complète. L'une des critiques les plus récurrentes est que la commission n'a pas été créée spontanément, mais sous la forte pression des familles des victimes qui se sont battues sans relâche pour qu'une enquête officielle ait lieu. L'administration Bush a résisté à l'idée pendant des mois, affirmant que de telles investigations pourraient compromettre la sécurité nationale et détourner des ressources de la guerre contre le terrorisme. Lorsqu'elle a finalement accepté, la Maison-Blanche a imposé des limitations, comme des délais courts, un budget restreint et un contrôle sur les documents pouvant être rendus publics. L'accès aux témoins clés a également été problématique. Le président George W. Bush et le vice-président Dick Cheney n'ont accepté de témoigner que sous des conditions inhabituelles, ensemble dans la même pièce, sans serment officiel et sans enregistrement officiel. Cette situation inédite a suscité une grande méfiance, car elle a empêché qu'ils soient interrogés séparément sur des décisions cruciales prises le jour des attaques. De plus, plusieurs agents de la CIA, du FBI et de la FAA, Federal Aviation Administration, ont fourni des témoignages incohérents ou contradictoires par rapport aux archives officielles, et nombre de ces récits n'ont pas été inclus dans le rapport final. Peut-être le point le plus grave a été l'exclusion de preuves matérielles importantes. Les débris des tours jumelles et du VTC-7 ont été rapidement retirés du site, envoyés au recyclage et détruits avant qu'une analyse médico-légale indépendante puisse être effectuée. Cela est pratiquement inacceptable dans toute enquête sur un désastre, car la préservation de la scène est essentielle pour comprendre les causes. En outre, la commission n'a pas enquêté en profondeur sur les anomalies sismiques enregistrées peu avant l'effondrement des tours, ni accordé une attention significative aux nombreux témoignages faisant état d'explosions internes. Des documents qui auraient pu éclaircir l'origine de transactions financières suspectes sont également restés inaccessibles au public, classés secrets. Les 28 pages d'un rapport du Congrès traitant de possibles liens entre des personnalités du gouvernement saoudien et les attentats sont restés classifiés pendant plus d'une décennie, n'étant partiellement publiés qu'en 2016, et même alors avec des passages censurés. Ce retard a renforcé les soupçons selon lesquels il y avait des informations trop embarrassantes pour être révélées à l'époque. Un autre point délicat a été la conduite sélective des entretiens. Les témoins proposant des hypothèses divergentes du récit officiel ont souvent vu leurs déclarations écourtées ou complètement ignorées dans le rapport. Pendant ce temps, les experts alignés sur la version officielle ont bénéficié d'un espace privilégié, garantissant que les conclusions finales désignent exclusivement Al-Qaïda comme coupable et les échecs de communication entre agences sans envisager sérieusement la possibilité d'une complicité interne. Pour les partisans de la théorie de l'opération interne, ces omissions n'étaient pas de simples négligences. Elles étaient des décisions délibérées visant à protéger des individus et des institutions puissantes. Pour eux, la commission a agi davantage comme un mécanisme de contrôle des dommages que comme une enquête indépendante, créant un récit officiel qui servait les intérêts du gouvernement et apaisait l'opinion publique. Le résultat est que, même après plus de 2 décennies, de nombreuses questions essentielles restent sans réponse. Qui a exactement financé les attentats? Comment les protocoles de défense aérienne ont-ils pu échouer aussi complètement? Pourquoi certains avertissements préalables ont-ils été ignorés? Et peut-être plus important encore, pourquoi tant de preuves cruciales ont-elles disparu ou été détruites si rapidement? Tant que ces questions resteront sans solution, la perception selon laquelle le 11 septembre a été au minimum mal enquêté et au pire intentionnellement dissimulé, continuera d'alimenter les théories du complot et la méfiance envers la version officielle. Pour de nombreux chercheurs indépendants et spécialistes de la symbolique, le 11 septembre n'a pas seulement été un acte de terreur physique et psychologique, ce fut également un événement chargé d'éléments symboliques, de messages cachés et de supposées références à des sociétés secrètes. Cette couche d'interprétation, bien que rejetée par le récit officiel,
est perçue par les théoriciens du complot comme faisant partie d'un théâtre ritualiste dont l'objectif n'était pas seulement de détruire, mais aussi de communiquer quelque chose à des groupes initiés. L'un des premiers aspects relevés est le choix de la date. Le nombre 11, répété de manière proéminente, possède des significations ésotériques dans plusieurs traditions occultes, étant associé à la transition, au chaos et à la rupture des ordres établis. Par coïncidence ou non, les tours jumelles, côte à côte, rappellent visuellement le chiffre 11. Et la date 9-11 aux États-Unis renvoie également au numéro national d'urgence, renforçant ainsi l'impact psychologique. Pour certains numérologues, ce choix aurait été délibéré, comme faisant partie d'un code symbolique à portée mondiale. Un autre élément récurrent est le lien avec des symboles maçonniques et illuministes. Le World Trade Center n'était pas seulement un complexe commercial, mais un repère architectural rempli de références géométriques. Ses proportions et ses alignements, selon des chercheurs en symbolique, pourraient renvoyer à des principes d'architecture sacrée. De plus, le fait que le complexe ait été visé par 2 attaques, la première en 1993 et la seconde en 2001, est vu par certains comme une œuvre en 2 étapes, un concept courant dans les rituels impliquant destruction et reconstruction. La présence de messages prophétiques dans la culture populaire avant les attentats est également souvent citée. Films, séries et même publicités ont montré, des années auparavant, des images d'avions entrant en collision avec des tours ou des références explicites au chiffre 9-11. Un exemple célèbre est un épisode de la série The Lone Gunman, dérivé de X-Files, diffusé en mars 2001, dans lequel des terroristes détournent un avion pour le précipiter contre le World Trade Center. D'autres exemples incluent des couvertures de magazines, des bandes dessinées et des affiches qui, selon les théoriciens, anticipaient ou préparaient l'inconscient collectif à l'événement. La question de la signature de l'attaque est également débattue. Certains chercheurs de l'occultisme affirment que les événements à fort impact utilisés pour l'ingénierie sociale portent souvent des marques symboliques servant de signature rituelle, des signes destinés à ceux qui comprennent le langage ésotérique. Pour ces spécialistes, la manière dont les tours se sont effondrées, la séquence temporelle des impacts et même l'effondrement mystérieux du WTC-7 s'inscriraient dans ce schéma. Il existe aussi des allégations de messages subliminaux transmis par les médias le jour de l'attaque. Certaines diffusions en direct ont capté des commentaires apparemment déplacés d'animateurs et de journalistes, comme des mentions répétées à Nouvel Ordre Mondial, où le monde ne sera plus jamais le même. Pour ceux qui voient le 11 septembre comme faisant partie d'un projet plus vaste de réingénierie sociale, ces phrases ont agi comme des renforcements subconscients visant à ancrer l'idée que l'ancien ordre était terminé et qu'une nouvelle ère avait commencé. Une ère de surveillance, de contrôle et de guerre permanente. Enfin, la coïncidence de personnalités liées à des sociétés secrètes occupant des postes de premier plan au sein du gouvernement, des forces armées et même des entreprises de sécurité opérant au World Trade Center alimente le soupçon que l'événement n'a pas été uniquement géopolitique mais aussi symbolique. L'idée que les élites utilisent des événements publics traumatiques comme des rituels de pouvoir est ancienne, et pour ces analystes, le 11 septembre correspond parfaitement à ce modèle. Un spectacle diffusé à l'échelle mondiale, chargé de significations cachées, dont l'impact émotionnel a été aussi profond que ses conséquences politiques. Pour les sceptiques, tout cela n'est que coïncidence et interprétation forcée. Mais pour ceux qui croient en la dimension symbolique du 11 septembre, ignorer ces éléments revient à perdre une partie essentielle de ce que l'événement a réellement représenté. Non seulement la destruction physique d'un symbole, mais l'exécution d'un acte calculé destiné à marquer symboliquement la transition vers un nouveau paradigme mondial. Parmi les éléments qui soutiennent le plus les théories alternatives sur le 11 septembre, figurent les témoignages d'experts qui, en fonction de leur domaine de compétences, contestent directement les conclusions du récit officiel. Ingénieurs structurels, architectes, scientifiques, pilotes et anciens membres des forces armées, beaucoup avec des décennies d'expérience, soulignent des incohérences techniques et opérationnelles qui, selon eux, rendent improbable ou même impossible que les événements se soient déroulés exactement comme l'ont décrit le gouvernement des États-Unis et la commission du 11 septembre. L'un des groupes les plus actifs dans ce domaine est Architects and Engineers for 9/11 Truth, qui rassemble des milliers de professionnels du bâtiment et de l'ingénierie.
Ils soutiennent que l'effondrement des tours jumelles, et en particulier du WTC-7, présente des caractéristiques identiques à celles des démolitions contrôlées. Chute symétrique, accélération proche de la vitesse de chute libre et pulvérisation quasi totale du béton. Selon ces spécialistes, des incendies localisés et des dommages structurels partiels ne pourraient guère produire un effondrement aussi uniforme et rapide, encore moins dans 3 bâtiments différents le même jour. Les pilotes commerciaux et militaires soulèvent également des doutes importants. Beaucoup affirment que les manœuvres réalisées par les pirates de l'air auraient nécessité des compétences bien supérieures à celles documentées dans leur dossier de formation. Dans le cas du vol 77 qui a frappé le Pentagone, la manœuvre finale, une descente en spirale suivie d'un vol à très basse altitude à quelques mètres du sol, est décrite comme extrêmement difficile, même pour des pilotes expérimentés sur simulateur. Plusieurs pilotes interrogés disent penser qu'il serait pratiquement impossible pour quelqu'un ayant une formation limitée, comme celle attribuée à Annie Hanjour, de réussir une telle manœuvre. Les spécialistes des explosifs et de la démolition sont également entrés dans le débat, analysant vidéos et débris. Certains soulignent des preuves visuelles de squibs, petites explosions latérales se produisant plusieurs étages en dessous de la ligne principale d'effondrement, et des colonnes d'acier coupées en angle, caractéristique de l'utilisation de termites, un composé incendiaire capable de faire fondre le métal rapidement. Bien que le NIST ait déclaré n'avoir trouvé aucun signe d'explosif, ces experts affirment que les échantillons de débris ont été retirés rapidement et qu'aucune recherche systématique de résidus chimiques n'a été effectuée, ce qui rend toute conclusion définitive impossible. Dans le domaine de la sismologie, il existe des enregistrements intrigants, des pics d'activité sismique quelques secondes avant le début de l'effondrement des tours, compatibles, selon certains chercheurs, avec des détonations souterraines. Bien que l'explication officielle soit que ces pics résultent du début de la chute de la masse structurelle, les critiques affirment que la signature sismique d'une implosion est différente de celle d'un effondrement purement gravitationnel et que les données disponibles indiquent quelque chose d'inhabituel. D'anciens employés des agences de renseignement et des militaires à la retraite apportent également des témoignages dérangeants. Certains affirment avoir averti leurs supérieurs de la possibilité d'attaques d'Al-Qaïda utilisant des avions, mais que leurs avertissements ont été ignorés. D'autres déclarent avoir reçu des ordres inhabituels le jour des attentats, tels que rester en attente au lieu d'agir immédiatement. Il existe également des rapports d'exercices militaires ayant eu lieu ce même jour, simulant des attaques avec des avions détournés, ce qui, pour les critiques, aurait pu servir à brouiller les réponses réelles. Ce qui intrigue le plus, c'est que bon nombre de ces experts ont payé un lourd tribut pour leurs déclarations. Carrières interrompues, perte de contrats et, dans certains cas, diffamation publique. Cela renforce la perception qu'il existe un effort coordonné pour marginaliser et discréditer les voix dissidentes, quelle que soit la solidité technique de leurs analyses. Pour ceux qui croient à l'hypothèse d'une opération interne ou, au moins, d'une dissimulation, ces témoignages ne sont pas de simples opinions isolées, mais un ensemble croissant de preuves techniques qui auraient dû être intégrées à une enquête impartiale et approfondie. L'absence de ce dialogue entre la science indépendante et les conclusions officielles ne fait pas seulement perdurer les doutes. Elle renforce également l'idée que certaines réponses sont délibérément évitées. En fin de compte, ces témoignages représentent la résistance de professionnels qui, face aux données et aux observations, refusent d'accepter une explication qu'ils considèrent comme incomplète ou incompatible avec les faits. Parmi les éléments les plus débattus du 11 septembre figurent les images, vidéos et enregistrements audio produits ce jour-là, tant par des moyens officiels que par des citoyens ordinaires. Ces preuves, tout en contribuant à façonner le récit officiel, ont également alimenté les théories du complot, notamment parce que beaucoup présentent des incohérences ou des points ouverts à une interprétation ambiguë. Pour les critiques et les enquêteurs indépendants, le matériel visuel et sonore du 11 septembre ne se contente pas de documenter les événements, mais révèle également des détails qui remettent en question l'explication officielle. L'une des preuves les plus discutées est constituée par les vidéos de l'effondrement des tours jumelles et du WTC-7. Sur plusieurs enregistrements, on peut observer de petites explosions séquentielles, connues sous le nom de squibs, se produisant à des étages bien en dessous de la ligne principale d'effondrement, quelques secondes
avant que la chute n'atteigne ses points. Pour les ingénieurs et spécialistes des démolitions contrôlées, cela est caractéristique de charges explosives déclenchées de manière synchronisée afin d'affaiblir la structure. Le NIST, en revanche, affirme que ces nuages seraient le résultat de la pression interne d'air et de poussière expulsée lors de l'effondrement des étages supérieurs. Les sceptiques rétorquent que l'uniformité, le rythme et l'emplacement de ces expulsions sont incompatibles avec un effondrement purement gravitationnel. Un autre ensemble de preuves visuelles provient des premières images du Pentagone après l'impact du vol 77. Les photographies montrent un trou relativement petit dans la façade, sans marque claire de l'impact des ailes ou de la queue d'un Boeing 757. De plus, des journalistes sur place et des témoins ont déclaré avoir vu très peu de débris de grande taille, ce qui est inhabituel dans les accidents aériens. L'absence d'images de sécurité claires alimente également la controverse. Le Pentagone est l'une des zones les plus surveillées de la planète, mais seuls quelques clichés de faible résolution ont été publiés, sur lesquels il est impossible d'identifier sans équivoque un avion de ligne en approche. Les diffusions en direct du moment où les avions ont percuté les tours jumelles présentent également des détails curieux. Dans certaines, le deuxième avion semble approcher avec un angle et une vitesse différents selon les enregistrements, ce qui amène certains à suggérer une manipulation numérique ou des divergences inexplicables pour un même événement. Il existe même des théories plus extrêmes qui remettent en question la présence même d'avions lors de l'attaque des tours, affirmant que les images pourraient avoir été superposées numériquement. Théorie sans avion. Bien que largement rejetée, y compris par de nombreux critiques de la version officielle, cette théorie est née précisément des incohérences visuelles perçues dans des images filmées sous différents angles. Sur le plan sonore, des témoignages enregistrés de pompiers, policiers et civils capturent des bruits forts et séquentiels ressemblant à des détonations. Dans certains cas, ces sons sont clairement audibles quelques secondes avant le début des effondrements, renforçant la thèse des explosions contrôlées. Des enregistrements radio d'équipes de secours, publiés des années plus tard, contiennent des dialogues où des professionnels mentionnent des explosions secondaires à l'intérieur des bâtiments, des termes techniques qui seraient difficilement utilisés pour décrire de simples bruits de débris. Il existe également des controverses concernant le retrait rapide et la destruction d'enregistrements visuels et sonores potentiellement cruciaux. Plusieurs vidéos enregistrées par des caméras de sécurité d'immeubles proches du Pentagone et du World Trade Center ont été saisies par des agents du FBI et n'ont jamais été rendues publiques. Des établissements tels que des hôtels, stations-service et immeubles de bureaux ont vu leur système de surveillance confisqué quelques heures après les attentats, et le matériel reste inaccessible à ce jour. Pour les défenseurs du récit officiel, bon nombre de ces incohérences apparentes peuvent s'expliquer par des limitations techniques, le chaos au moment des enregistrements et des interprétations erronées. Mais pour les sceptiques, l'ensemble de ces éléments indique un schéma clair. Les images et les audios publiés ont été soigneusement sélectionnés pour renforcer un récit unique, tandis que les enregistrements susceptibles de susciter des doutes ont été supprimés. Et c'est précisément cette sélectivité, plus que tout détail isolé, qui alimente la perception qu'un élément fondamental est dissimulé. Le 11 septembre n'a pas seulement été un événement physique et géopolitique, ce fut un coup profond, porté à la psyché collective des États-Unis et du monde. Au-delà des près de 3000 vies perdues et de la destruction matérielle, l'attaque a modifié de façon permanente la perception de la sécurité, de la confiance et de l'identité nationale. Pour de nombreux spécialistes en psychologie sociale, il s'agissait de l'une des plus grandes expériences involontaires de manipulation émotionnelle de masse de l'histoire contemporaine. Aux États-Unis, le traumatisme collectif, provoqué par l'attaque, a instauré un état de peur constant, influençant les comportements individuels et les décisions politiques pendant des années. Le sentiment de vulnérabilité, rare pour une superpuissance habituée à projeter force et invulnérabilité, a ouvert la voie à l'acceptation par la population de changements radicaux dans son mode de vie. Les mesures de sécurité intrusives, telles que les contrôles stricts dans les aéroports, la surveillance numérique et le contrôle des communications, ont été perçues non pas comme des violations de droits, mais comme des nécessités inévitables. Sur le plan culturel, le 11 septembre a redéfini les récits au cinéma, à la télévision, dans la musique et la littérature. Hollywood a commencé à produire une série de films de guerre et de drames patriotiques, renforçant l'image des États-Unis
à la fois comme victimes et comme héros. Les séries télévisées ont intégré des intrigues portant sur le terrorisme et la sécurité nationale, normalisant la surveillance et l'état d'alerte permanent. Même les bandes dessinées et les dessins animés ont commencé à représenter des méchants aux traits associés aux stéréotypes d'ennemis du Moyen-Orient, renforçant les préjugés et la stigmatisation. La rhétorique du « nous contre eux » est devenue partie intégrante du discours quotidien, non seulement en politique, mais aussi dans les interactions sociales. Les musulmans et les personnes d'origine arabe ou musulmane sont devenus la cible de discriminations ouvertes, d'une surveillance disproportionnée et d'agressions physiques. Cette polarisation sociale, selon les critiques, n'a pas été uniquement une conséquence inévitable, mais également un objectif indirect, créer un ennemi interne et externe clairement identifiable, facilitant la mobilisation de soutien pour les guerres et les politiques sécuritaires. À l'échelle mondiale, l'impact psychologique a été tout aussi profond. Les alliés des États-Unis ont commencé à réviser leur propre politique de sécurité et à adopter des mesures similaires de surveillance et de restriction des libertés civiles. La peur du terrorisme est devenue un outil politique puissant, utilisé pour justifier aussi bien des interventions militaires que des lois répressives contre les manifestations internes. Le terme « guerre contre le terrorisme » est entré dans le vocabulaire international, créant une atmosphère où presque toute action gouvernementale pouvait être légitimée si elle était liée à la prévention d'attaques. Dans le domaine universitaire, les psychologues soulignent que le 11 septembre a généré une forme de traumatisme médiatisé, c'est-à-dire que même des personnes qui ne se sont jamais trouvées à proximité des lieux attaqués ont développé des symptômes de stress post-traumatique en regardant à plusieurs reprises les images diffusées par les médias. La répétition incessante des vidéos de l'impact et de l'effondrement des tours ne se contentait pas d'informer. Elle réimplantait chaque jour le choc émotionnel, créant un lien durable entre la peur et l'obéissance aux autorités. Pour les théoriciens du complot, cet impact psychologique n'a pas été un sous-produit, mais une partie intégrante du plan. Selon cette vision, les événements traumatiques à grande échelle sont utilisés comme outils d'ingénierie sociale. Ils déstabilisent la population, créent un état de suggestibilité et facilitent l'acceptation de changements radicaux qui, en temps normal, rencontreraient une forte résistance. Dans ce sens, le 11 septembre aurait été conçu non seulement pour faire tomber des bâtiments ou déclencher des guerres, mais aussi pour remodeler profondément la mentalité de sociétés entières. Quelle que soit l'interprétation, le fait est que les conséquences culturelles et psychologiques du 11 septembre se font encore sentir plus de 20 ans plus tard. Les souvenirs de l'attaque continuent d'être évoqués dans les discours politiques, les campagnes publicitaires et même lors d'événements sportifs, renforçant le récit d'un pays éternellement en lutte contre des menaces extérieures. Cette permanence dans l'imaginaire collectif garantit que le 11 septembre ne soit pas seulement commémoré comme une tragédie, mais comme un jalon de transformation sociale, dont les effets, intentionnels ou non, ont façonné et continuent de façonner le monde dans lequel nous vivons. Le 11 septembre ne s'est pas limité aux frontières des États-Unis. Il a redéfini l'échiquier géopolitique mondial. La réponse immédiate et prolongée des États-Unis aux attentats a eu des répercussions profondes sur la politique internationale, les alliances militaires et la configuration du pouvoir mondial. Plus de 2 décennies plus tard, il est encore possible d'identifier des politiques, des conflits et des structures de surveillance qui sont directement nées des décisions prises dans les semaines et les mois qui ont suivi ce jour-là. La première grande conséquence fut la mobilisation quasi instantanée d'une coalition internationale sous la bannière de la guerre contre le terrorisme. Les pays de l'OTAN invoquèrent pour la première fois l'article 5 du traité, déclarant qu'une attaque contre un membre était une attaque contre tous. Cela donna la légitimité à l'invasion de l'Afghanistan et consolida la présence militaire occidentale en Asie centrale. Cette intervention, qui avait commencé avec la promesse d'être rapide et centrée sur la capture d'Oussama Ben Laden, se transforma en un conflit de 2 décennies, le plus long de l'histoire militaire des États-Unis, qui ne prit fin qu'en 2021, avec un retrait chaotique qui ironiquement rendit le pouvoir aux talibans. La deuxième grande front fut l'Irak. Malgré l'absence de preuves liant Saddam Hussein aux attentats du 11 septembre, l'administration Bush utilisa la rhétorique du terrorisme et les supposées armes de destruction massive pour justifier l'invasion de 2003. Cette guerre déstabilisa non seulement le pays et la région,
mais ouvrit également la voie à l'émergence de groupes tels que l'État islamique. Pour les critiques, c'est un exemple clair de la façon dont le 11 septembre a été instrumentalisé pour atteindre des objectifs stratégiques préexistants, y compris le contrôle des ressources énergétiques et le repositionnement militaire dans une région clé. Sur le plan diplomatique, l'événement renforça également l'influence des États-Unis sur les gouvernements alliés, notamment en Europe et au Moyen-Orient, qui commencèrent à coopérer plus intensivement dans les opérations de renseignement et de sécurité. De nombreux pays adoptèrent des lois similaires au Patriot Act, élargissant le pouvoir de l'État sur les citoyens sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Cette expansion de la surveillance mondiale créa des réseaux d'espionnage interconnectés, comme celui révélé des années plus tard par Edward Snowden, montrant que le 11 septembre fut le catalyseur d'une ère inédite de surveillance de masse. Sur le plan économique, l'industrie de l'armement et la sécurité privée connurent une croissance exponentielle. Des entreprises liées à des politiciens et à d'anciens militaires obtinrent des contrats de plusieurs milliards pour la reconstruction, la fourniture d'armes, les services de sécurité et les technologies de surveillance. Cette symbiose entre guerre et profit consolida le soi-disant complexe militaro-industriel comme l'un des piliers permanents de l'économie américaine. Dans le domaine des relations internationales, le 11 septembre provoqua également un effet domino d'instabilité. Les interventions occidentales, justifiées par la guerre contre le terrorisme, modifièrent l'équilibre des forces dans diverses régions, entraînant des vagues migratoires, des crises humanitaires et alimentant des récits anti-occidentaux qui, à leur tour, servirent de carburant à de nouveaux conflits. Pour de nombreux analystes, cette spirale de cause à effet était prévue, et même souhaitée, par des stratèges qui voyaient dans la guerre permanente un moyen de garantir l'influence et l'accès aux ressources stratégiques. L'héritage du 11 septembre est donc ambigu. Officiellement, il est rappelé comme un moment d'unité et de réponse décisive contre le terrorisme. Officieusement, les critiques y voient le point de départ d'une nouvelle ère d'hégémonie militaire et de surveillance mondiale, soutenue par un état constant de peur. Dans l'imaginaire collectif, l'événement reste vivant, évoqué dans les discours politiques, les productions culturelles et surtout comme justification pour des actions qui, autrement, rencontreraient une résistance populaire. Pour les partisans des théories du complot, cet héritage n'est pas accidentel, mais constitue l'objectif réel: remodeler la géopolitique mondiale, étendre le contrôle de l'État et garantir des profits astronomiques à un cercle restreint de sociétés et d'élites politiques. Vu sous cet angle, le 11 septembre n'a pas seulement changé le monde, il a inauguré un modèle de gouvernance basé sur la peur et le conflit permanent, qui continue à façonner les décisions internationales à ce jour. Même après plus de 2 décennies, de multiples enquêtes officielles, des centaines de documentaires et des milliers d'articles universitaires et journalistiques, le 11 septembre reste entouré de questions cruciales qui n'ont jamais reçu de réponse définitive. Pour de nombreux analystes indépendants, ce manque de clarté n'est pas seulement le fruit de lacunes naturelles dans un événement aussi complexe, mais d'un effort délibéré visant à maintenir certaines vérités hors de portée du public. L'une des questions centrales est: comment le plus grand appareil de renseignement de la planète n'a-t-il pas pu empêcher les attentats, même face à des avertissements préalables? Des documents déclassifiés montrent que la CIA, le FBI et d'autres agences ont reçu des alertes précises concernant des menaces impliquant des avions détournés, plusieurs mois avant le 11 septembre. Pourquoi ces informations n'ont-elles pas conduit à des mesures préventives efficaces? S'agissait-il simplement d'une défaillance de communication ou d'une décision délibérée de ne pas agir pour permettre la réalisation de l'événement? Un autre doute persistant concerne la nature et la vitesse des effondrements du VTC 1, VTC 2 et VTC 7. L'explication officielle, fondée sur des dommages structurels et des incendies, continue d'être contestée par des ingénieurs et architectes affirmant que les caractéristiques de la chute correspondent à des démolitions contrôlées. Pourquoi le NIST a-t-il refusé d'enquêter formellement sur l'hypothèse de l'utilisation d'explosifs, même face à de multiples témoignages et enregistrements visuels indiquant des explosions avant l'effondrement? Les attaques contre le Pentagone laissent également des zones d'ombre. Pourquoi n'existe-t-il pas d'images claires montrant un Boeing 757 en approche, alors qu'il s'agit de l'une des zones les plus surveillées au monde?
Pourquoi les bandes vidéo des caméras de sécurité d'établissements proches ont-elles été saisies et jamais rendues publiques? Et comment un pilote ayant un historique de faibles compétences aurait-il pu exécuter une manœuvre considérée comme extrêmement difficile par des professionnels expérimentés? En ce qui concerne le pre-vol 93, le récit héroïque officiel affirme que les passagers ont empêché une attaque contre une cible à Washington. Cependant, la dispersion des débris sur une zone aussi vaste et la présence de témoins ayant signalé un second avion dans la région suggèrent la possibilité d'un tir abattu. Si cela s'est produit, pourquoi ne pas l'admettre publiquement? Les mouvements financiers inhabituels. Dans les jours précédant l'attentat, options de vente sur des actions de compagnies aériennes et d'assurances directement touchées, ainsi que des transferts de plusieurs millions de dollars depuis des comptes situés dans le VTC, constituent une autre zone de silence. Qui exactement a profité de ces transactions et pourquoi leur nom reste-t-il protégé par le secret? La question demeure également sur le rôle et l'agenda de la guerre contre le terrorisme. Pourquoi l'invasion de l'Irak, pays sans lien prouvé avec les attentats, a-t-elle été si rapidement justifiée et exécutée? Et dans quelle mesure le 11 septembre a-t-il servi de catalyseur à des changements législatifs et militaires déjà planifiés, tels que le Patriot Act et l'expansion des bases américaines au Moyen-Orient et en Asie centrale? Enfin, se pose la question plus large. Qui a réellement bénéficié du 11 septembre? La réponse officielle est que personne n'en a bénéficié, car il s'agissait d'une tragédie nationale et mondiale. Mais à l'analyse des conséquences, on constate que certains secteurs, l'industrie de l'armement, la sécurité privée, la surveillance électronique, l'énergie et la construction, ont prospéré considérablement. De plus, des figures politiques ont acquis des pouvoirs et une légitimité pour mettre en œuvre des agendas qui, avant l'attentat, rencontraient une forte résistance. Pour ceux qui croient à la version officielle, ces questions persistent, car les événements traumatiques laissent toujours des zones d'ombre. Pour les sceptiques, elles sont des signes clairs qu'il y a plus dans l'histoire que ce que l'on nous a raconté, et que ces lacunes sont entretenues volontairement, non par incompétence mais par convenance. Tant que ces réponses ne seront pas révélées de manière transparente, le 11 septembre restera à la fois une plaie ouverte et une énigme soigneusement préservée. Le 11 septembre 2001 est, sans aucun doute, l'un des événements les plus marquants et les plus transformateurs de l'histoire moderne. Il n'a pas seulement provoqué une destruction physique et une perte massive de vies humaines, mais il a également profondément remodelé la politique, l'économie, la culture et la psychologie collective, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. Officiellement, il est commémoré comme le jour où l'Amérique a été attaquée par un ennemi extérieur brutal, exigeant une réponse immédiate et décisive. Cependant, pour des millions de personnes et un vaste réseau d'enquêteurs indépendants, de journalistes et d'experts, l'histoire est bien plus complexe et peut-être bien plus sombre que ne l'admet le récit officiel. Au cours de plus de 2 décennies, des preuves, des contradictions et des zones d'ombre sont apparues, remettant directement en question la version officielle présentée par la commission du 11 septembre et reprise par les grands médias. Des défaillances inexpliquées du système de défense aérienne à l'effondrement presque parfait en chute libre de 3 immeubles, en passant par des transactions financières suspectes et le retrait rapide de preuves matérielles, l'ensemble des anomalies est bien trop vaste pour être écarté comme une simple coïncidence. La manière dont l'événement a été immédiatement utilisé pour faire adopter des lois restrictives, justifier des guerres stratégiques et étendre l'appareil mondial de surveillance renforce la perception que le 11 septembre fut plus qu'une simple attaque. Ce fut un point de bascule soigneusement exploité et, selon certains, soigneusement planifié. Ce qui inquiète le plus les sceptiques, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce qui a suivi. La guerre contre le terrorisme est devenue une guerre sans date de fin, où l'ennemi est diffus et changeant, et où chaque nouvelle crise peut servir à élargir encore davantage le contrôle de l'État et à justifier de nouvelles interventions militaires. La peur et le traumatisme sont devenus des outils politiques puissants, façonnant l'opinion publique et permettant des décisions qui, en temps normal, auraient rencontré une forte opposition. Pour ceux qui défendent la théorie de l'opération interne, Inside Job, le 11 septembre représente l'exécution d'un plan méticuleusement calculé visant à reconfigurer l'ordre mondial, à consolider le pouvoir et à générer des profits colossaux
pour un cercle restreint de sociétés et d'élites politiques. Pour ceux qui croient à la version officielle, il constitue la preuve que la menace du terrorisme mondial est réelle et que la surveillance et la force militaire sont indispensables à la sécurité. Entre ces deux visions s'étend un vaste espace d'incertitude, où les questions sans réponse continuent de résonner. Ce qui est indéniable, c'est que le 11 septembre a laissé des marques permanentes. Il a modifié le fonctionnement de l'État, redessiné les frontières du pouvoir, influencé les cultures et changé à jamais la manière dont les gens perçoivent la liberté et la sécurité. Et peut-être que le plus grand héritage de ce jour est précisément le fait que, plus de 20 ans plus tard, nous ne parvenons toujours pas, ou ne voulons toujours pas, parvenir à une vérité consensuelle. En attendant, la date reste un symbole, un avertissement et, pour beaucoup, un rappel que l'histoire ne s'écrit pas toujours seulement avec des faits, mais aussi avec des intérêts, des stratégies et des silences calculés. En fin de compte, la question essentielle qui plane sur le 11 septembre n'est pas seulement « que s'est-il passé ?», mais « pourquoi cela s'est-il passé ?» et « à qui cela a-t-il profité ?» Tant que ces réponses ne seront pas données de manière transparente, le 11 septembre restera non seulement une tragédie, mais aussi une énigme et peut-être un avertissement que la vérité, lorsqu'elle implique un pouvoir à l'échelle mondiale, est toujours la partie la plus difficile à révéler.